Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie l'Université permanente et Georges Farjas de cette invitation, qui bien sûr a eu lieu aussi par le truchement de mon ami Thierry. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de la fabrique des imposteurs aujourd'hui, pour essayer de vous dire d'abord que je croise, pour aller très vite, à la fois les dispositifs de civilisation des mœurs de notre société de la norme, notre société du contrôle, j'y reviendrai. C'est-à-dire en quoi, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il y a davantage d'imposteurs, n'est-ce pas, que dans les sociétés précédentes, on va en parler. Je dirais tout simplement que chaque société a un petit peu les imposteurs qu'elle mérite, puisque le propre des imposteurs, le propre de l'imposture, c'est d'être comme un martyr de la comédie sociale, c'est-à-dire de mettre en évidence les valeurs qui organisent à un moment donné le lien social, c'est-à-dire que les imposteurs sont de véritables éponges vivantes qui absorbent, si vous voulez, les valeurs qui organisent justement le drame social. Donc je ne vais pas soutenir, bien évidemment, la thèse selon laquelle, n'est-ce pas, il y aurait aujourd'hui davantage d'imposteurs, mais peut-être essayer de montrer comment, en insistant beaucoup sur aujourd'hui sur les normes, sur la manière dont on calibre les comportements, comment on favorise, on incite d'une certaine manière à des stratégies de masquage, à des stratégies de camouflage qui ont à voir avec l'imposture. Donc, si vous voulez, un regard un peu croisé, qu'on peut dire à la fois d'une espèce d'anthropologie donc de nos sociétés, de la norme et du contrôle, et puis en même temps d'une clinique psychopathologique de ce que l'on sait un peu des menteurs, des fraudeurs, des imposteurs. Alors, essayez un peu de suivre, si vous voulez, ce fil. Alors, pour commencer, moi je ne vais pas vous projeter ni de graphique ni de PowerPoint. Je vais commencer classiquement par mon côté très universitaire, n'est-ce pas, de citations, et vous allez en avoir un certain nombre pour essayer de vous dire ensuite que finalement ce dont nous allons parler, c'est aussi de la conception de la valeur. Qu'est-ce que la valeur aujourd'hui? Mais alors, pour commencer par les citations, je commencerai par la citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, qui écrit « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. » Donc, vous avez compris, aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les dispositifs d'initiation sociale, tous les dispositifs d'éducation, de soins, de travail social, tous ces dispositifs ont pour objectif de vous éviter d'avoir à penser, de vous économiser en quelque sorte d'avoir à penser. Et avec, alors ça peut paraître évident, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, c'est aussi la pratique clinique qui le met en évidence, à quel point penser n'est pas autant désiré que cela par les individus. Penser, comme décider d'ailleurs, ça mobilise de l'angoisse, ça mobilise l'angoisse de l'imprévu, ça mobilise l'angoisse de l'avenir, ça mobilise l'angoisse de la liberté, ça mobilise l'angoisse de la décision. Décider, c'est renoncer, et on n'aime pas renoncer, n'est-ce pas? Décider, c'est renoncer, et renoncer d'une certaine manière dans la culpabilité. Donc c'est peut-être ce qui fait que finalement, on se coule relativement facilement dans tous ces dispositifs de colonisation des mœurs, qui sont des espèces de programmes de vie, de modes d'emploi, si vous voulez, de protocoles calibrés. Alors, bon, je développerai tout à l'heure ce point, et ce d'autant plus d'ailleurs que on va dire qu'aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours dominants, pour aller vite, les discours qui font un peu la fabrique de l'opinion publique, qui font un petit peu la pensée du jour, ces discours sont de plus en plus passés d'un pilotage par des grands récits, donc, si vous voulez, mythiques, récits religieux, récits politiques. Aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours de pilotage de gouvernement des individus et des populations, et moins du côté du savoir narratif, des grands récits, encore une fois, que du côté des savoirs non narratifs, c'est-à-dire les chiffres. Notamment les chiffres et les lettres. Bon, l'exemple même, on pourra en reparler tout à l'heure au cours peut-être du débat ou dans le fil de mon exposé, puisque je ne sais jamais avant ce que je vais bien sûr dire lors d'une conférence. C'est une vieille tradition qui dure maintenant depuis des décennies chez moi, n'est-ce pas? Donc j'ai des fragments, mais je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Mais
selon toute vraisemblance, je vous en parlerai, c'est à savoir que finalement les dispositifs d'évaluation, qu'il s'agisse de l'agence d'évaluation de la recherche, de l'enseignement supérieur, etc., qu'il s'agisse des agences d'évaluation de santé, qu'il s'agisse des agences d'évaluation de la qualité de la culture, ou des agences d'évaluation, encore une fois, de l'information, tous fonctionnent à peu près sur le modèle des agences de notation financière qui déterminent, pourrait-on dire, le crédit que l'on peut accorder à une entreprise, à une collectivité territoriale, à un pays, etc. Et dont j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure que ça vient limiter une conception de la valeur. C'est que la valeur n'est plus que ce qui est soluble dans la pensée du droit et des affaires, c'est-à-dire finalement ce qui peut se mesurer, ce qui peut se financiariser, ce qui peut se monétariser ou ce qui peut demeurer conforme à des procédures. Donc vous verrez que c'est pas très éloigné de la question de l'imposture et à mon avis c'est un des dispositifs qui incite, si vous voulez, à l'imposture. Alors je vous ai promis des citations, donc je vais quand même commencer par ces citations. Deuxième citation, c'est également une citation, si vous voulez, d'un philosophe, qui est Giorgio Agamben, qui dit « Le citoyen libre des sociétés démocratico-technologiques, les nôtres, est un être qui obéit sans cesse dans le geste même par lequel il donne un commandement. » Donc, vous allez dire à quel point nous sommes pris, n'est-ce pas, dans une chaîne de production des comportements, dans un système, encore une fois, qui nous assigne à des places qui sont des places fonctionnelles, des places instrumentales, et qui ne requièrent pas, c'est le lien par rapport à la citation précédente, qui ne requièrent pas d'avoir à penser, qui ne requièrent pas d'avoir même un état d'âme, n'est-ce pas? Et c'est le gros problème, d'ailleurs, de nos sociétés techniques, c'est que l'emprise de la technique est telle que la technique ne requiert pas de penser, elle n'exige pas, si vous voulez, de réfléchir, elle n'exige pas une réflexion morale, elle n'a pas d'état d'âme, n'est-ce pas? La technique, elle exige une exécution. Et donc, quel que soit le lieu où on se trouve, je dirais, dans le tissu social, on est pris dans cette assignation à accomplir une fonction, même une fonction de commandement, est déjà une fonction de servitude. Alors, la troisième citation, je vous en ai promis toute une série comme ça me prépare à mon topo. Une troisième citation, c'est celle de Camus, qui me paraît très importante, et je sais que vous travaillez dans le cadre de cette université permanente sur la question du récit, qui est une question qui me taraude énormément. Camus qui dit, notamment dans un livre qui s'appelle La Chute, que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas, qui est un livre qui démasque, je dirais, les impostures ordinaires, puisque finalement, cet avocat parisien qui devient juge dans un bordel d'Amsterdam, n'est-ce pas, et cet avocat s'aperçoit que quelle que soit la posture qu'il peut avoir, il est toujours en train de jouer un rôle. Il est toujours en train de jouer un rôle. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important par rapport justement au drame social, c'est-à-dire, n'est-ce pas, finalement, tous coupables de jouer un rôle, de prendre la vertu comme le voile ou l'habit, d'être indifférent au monde, superficiel, sans participer vraiment au destin du monde. Et si vous réfléchissez, c'est ce que l'on demande aujourd'hui aux individus. On ne leur demande pas, encore une fois, une vertu, on ne leur demande pas, n'est-ce pas, un état d'âme, on ne leur demande pas, je dirais, d'être quelque chose, on leur demande de faire, point barre. Alors, c'est cette imposture ordinaire qui m'a le plus intéressé dans l'analyse de nos sociétés d'aujourd'hui. Cette imposture, dans La Chute de Camus, c'est le juge Clamence, coupable, qui ne préserve finalement, qui ne se sauve que par une chose, par un tableau qu'il a volé, qui est un tableau, si vous voulez, de Van Eyck, qui s'appelle Les Juges, et qu'il a confié aux tenanciers du bordel. Il n'y a que l'art, on y reviendra, il n'y a que l'art qui peut peut-être nous sauver, pourrait-on dire, de l'imposture. Alors, cette phrase de Camus dans La Chute me paraît très importante. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas encore et toujours dans une démocratie. Nous sommes dans des formes dégénérées de démocratie, c'est-à-dire dans des démocraties d'expertise ou dans des démocraties d'opinion. Des démocraties d'expertise, ça veut dire qu'on confie aux experts le soin de décider pour nous et voire
n'est-ce pas, les politiques cherchent une légitimité du côté de l'expertise, dont, encore une fois, elle me paraît aussi frauduleuse, pourrait-on dire, que les prédictions de Nostradamus des agences de notation financière. Ou bien, encore, n'est-ce pas, une démocratie d'opinion, c'est-à-dire qu'on gouverne sous la pression des lobbies, on gouverne, n'est-ce pas, en fonction de l'opinion publique, et du coup, les élections démocratiques ne sont rien d'autre que des sessions de rattrapage des sondages d'opinion. Nous sommes là dans quelque chose où s'effondre, pourrait-on dire, le pouvoir de la parole comme constitutif d'un espace démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Depuis le début, n'est-ce pas, la démocratie, ça n'est rien d'autre que la capacité de gouverner par le débat, de gouverner par la discussion, c'est-à-dire d'accorder un certain crédit, et on verra le rapport avec l'imposture, un certain crédit à la parole, une certaine confiance à la parole. On a encore d'ailleurs chez Camus des phrases très fortes de ce côté-là. Quand Camus dit dans son éditorial de combat du 19 novembre 1946, n'est-ce pas, où il dit à un moment donné, n'est-ce pas, cette éternelle confiance de l'homme dans le langage de l'humanité, dans le langage de l'humanité, qui lui fait penser qu'il peut tirer de notre homme des relations humaines à partir du moment où il lui parle ce langage-là. Et la grande question qui se pose aujourd'hui d'ailleurs, c'est est-ce que nous utilisons toujours ce langage de l'humanité, ou bien est-ce que nous sommes dans un autre type de langage, n'est-ce pas, un langage de machine, un langage beaucoup plus configuré autour d'un ensemble de signaux interactifs. C'est une des questions qu'on pose. Bon, pour l'instant, je balance comme ça, et ensuite on va travailler, donc si vous voulez, point par point, les choses. Alors, il y a une autre phrase qui est d'un autre philosophe, vous y aurez droit cette fois, n'est-ce pas, qui s'appelle Georges Canguilhem. Je sais que Thierry Patrice aime beaucoup aussi Canguilhem, n'est-ce pas, et qui me parle de ce qu'est, n'est-ce pas, de ce qu'est aujourd'hui, si vous voulez, cette force de la norme, encore une fois, et qui finalement donne une certaine vision du monde social. Canguilhem écrit: proposer pour les sociétés humaines, dans leur recherche de toujours plus d'organisation, le modèle de l'organisme, c'est au fond rêver d'un retour non pas même aux sociétés archaïques, mais aux sociétés animales. Donc en gros, davantage nous allons aujourd'hui vers une société de la norme, c'est une évidence, je vous donnerai tout à l'heure des exemples, davantage nous précipitons vers l'abîme d'une société normative et de contrôle, davantage nous nous rapprochons des sociétés animales. Et nous avons l'impression de nous perfectionner, si vous voulez, nous avons l'impression de nous améliorer, alors que nous sommes en train de dériver gaillardement vers cette conception animale où chaque individu n'est plus qu'une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective. C'est-à-dire nous perdons justement ce qui fait la singularité, si vous voulez, de l'humain, c'est-à-dire son extrême vulnérabilité et sa capacité de faire de la vulnérabilité le lieu même de sa dignité. Alors, comme j'ai quand même promis de parler un petit peu de mon bouquin, je vais vous en parler un petit peu. Et pour démarrer, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime bien, n'est-ce pas, qui est, si vous voulez, qui est Guy Debord, la société du spectacle et de la marchandise. Ses analyses sont toujours encore très visionnaires. Guy Debord écrit: là où le monde réel se change en simple image, les images deviennent des êtres réels et les motivations d'un comportement hypnotique, le spectacle est le contraire du dialogue. Aujourd'hui, nous sommes dans une société du spectacle, nous ne sommes plus dans une société du dialogue, et c'est bien évidemment de cela dont meurt gaillardement notre démocratie. Alors, un mot quand même, donc vous avez compris un petit peu mon angle d'attaque, je ne sais pas si je suis très clair, parce que comme je ne vous connais pas, il faut toujours un petit peu pouvoir s'adapter, ça aussi c'est une question d'imposture, parce que finalement c'est s'adapter, n'est-ce pas, à l'attente de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'imposteur d'ailleurs? C'est celui qui a parfaitement trouvé le moyen de s'adapter à l'attente de l'autre. Regardez tous les grands cas d'imposture, Frédéric Bourdin, n'est-ce pas, Francis Afzagal, etc. C'est celui qui sait parfaitement s'identifier à l'objet du désir de l'autre et qui sait répondre donc tout à fait, si vous voulez, à ce que l'autre attend. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour commencer, parce que comme j'ai toujours pas commencé mon topo, je regarde en même. N'est-ce pas, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose de relativement simple et compliqué à la fois, c'est que chaque société a les imposteurs qu'elle mérite. Bon, ça veut dire quoi?
n'est-ce pas ? Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, la formidable pièce de Molière, n'est-ce pas ? Si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, on voit bien que pour répondre à la demande de l'autre, qui est une demande, bien sûr, de croyants, de personnes qui ont la foi, il s'agit de faire tous les signes, d'accomplir tout le rituel, tout le cérémonial qui accrédite la thèse chez l'autre, selon laquelle je suis un dévot, quelle que soit par ailleurs, bien évidemment, ma foi ou son absence, n'est-ce pas ? Et donc, par conséquent, on voit très bien, si vous prenez des histoires d'imposteurs tout au long des siècles, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que la stratégie d'imposture varie énormément en fonction des valeurs, des religions d'une époque, par exemple, en fonction des mythes d'une époque. Et donc, si à cette époque-là, il s'agit de faire semblant d'avoir la foi, eh ben, ça va être à une autre époque de faire croire qu'on est le retour, la réincarnation de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et donc s'identifier, si vous voulez, à Jeanne d'Arc, ou à d'autres époques, on va faire croire qu'on va emprunter en faisant croire qu'on a découvert au Mexique ou en Nouvelle-Calédonie un trésor formidable et que donc on peut prêter de l'argent sur la base de ce trésor que l'on va faire venir. Donc vous voyez, ou bien alors, pour vous donner encore un autre exemple d'imposture bien connu, c'est ces personnes qui vendent des morceaux de Tour Eiffel aux touristes en faisant croire, n'est-ce pas, que l'État étant en difficulté a décidé de brader un certain nombre de monuments publics et que c'est la bonne affaire, n'est-ce pas, d'acheter des morceaux de Tour Eiffel. Donc, vous voyez, on voit vraiment comment, si on ne tombe pas dans une espèce de stigmatisation morale consistant à dire que c'est très mal de mentir, c'est très mal de frauder, c'est très mal d'être un imposteur, on s'aperçoit que finalement l'imposteur, c'est le miroir d'une société. Il renvoie en quelque sorte ce qui reflète, si vous voulez, ce sont les valeurs d'une société, ce sont les valeurs en cours, c'est-à-dire celles qui effectivement comptent. Alors, on peut aujourd'hui, par exemple, s'étonner que tel ministre du budget chargé de lutter contre la fraude fiscale puisse être suspecté lui-même de mensonge, puisse être suspecté lui-même, si vous voulez, de frauder, etc. On peut s'étonner, encore une fois, que tel rabbin qui représente une autorité morale, finalement, ait triché sur ses diplômes et fait écrire ses livres par, entre guillemets, des nègres, voire, n'est-ce pas, lesquels avaient plagié d'autres bouquins. On peut s'étonner que l'ex-ministre de la Recherche et l'Enseignement supérieur allemande, proche d'Angela Merkel, soit contrainte à démissionner parce que l'université lui a retiré son doctorat en l'accusant de fraude, n'est-ce pas, pour plagiat. On peut s'étonner que tel avocat très célèbre ayant défendu Saddam Hussein soit lui-même, n'est-ce pas, un escroc. On peut s'étonner que tel économiste du Portugal qui a couru sur toutes les scènes médiatiques possibles et inimaginables, n'est-ce pas, en disant que l'austérité était une erreur fondamentale, en démontrant par X, Y et Z que... Bon, et on peut s'étonner, mais... finalement, si vous réfléchissez, ils ne font que révéler ce que l'opinion attend. C'est-à-dire, ils ne font que répondre, n'est-ce pas, à une commande de service. Et vous voyez, c'est un peu, si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est un petit peu ça, c'est essayer de vous montrer que cette imposture, n'est-ce pas, qui encore une fois peut prendre des formes très pathologiques, bien évidemment, cette imposture, elle n'est rien d'autre, d'une certaine manière, qu'un élément grossi de l'imposture ordinaire qui est de répondre à une commande sociale lorsque, justement, il ne vous est pas demandé de réfléchir, il ne vous est pas demandé de créer, il ne vous est pas demandé d'innover, il vous est demandé essentiellement de vous adapter. C'est-à-dire dans la société d'adaptation qui est la nôtre, finalement, l'imposteur, il est comme un poisson dans l'eau.
Et si vous prenez telle interview de tel ex-ministre des Finances disant à quel point il est très malheureux d'avoir menti et au président de la République et d'avoir menti à ses collègues, etc., vous regardez ce que j'ai fait, vous regardez sa prestation et vous vous dites, ce mec, il est vraiment génial. C'est un très bon élève. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement, vous ne le croyez pas davantage que quand il a juré qu'il n'avait pas le compte en Suisse, c'est pas le problème. Voyez, mais vous vous dites, il sait parfaitement accomplir la prestation rhétorique qui est attendue de lui. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ce qui compte, c'est pas le vrai. Pour ça que je vous ai cité Guy Debord. Ce qui compte, c'est pas le vrai. C'est un spectacle qui, finalement, donne du crédit à quelqu'un qui ne le mérite pas par ses actes ou par sa vertu, mais simplement par la performance qu'il accomplit. Alors, si vous réfléchissez, je pourrais vous donner des exemples cliniques tout à l'heure de cas pathologiques, mais si vous réfléchissez, c'est quand même notre modèle éducatif. C'est quand même notre modèle de socialisation. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en gros, la capacité d'accomplir des actes, n'est-ce pas, qui répondent à une commande sociale ou une commande technique, à une commande cognitive. Et ça, c'est un point très important. Dans le champ qui est le mien, si vous voulez, pendant très longtemps, on peut dire que ce que la psychanalyse a pu apporter, elle n'a pas toujours apporté le meilleur, c'est notre problème, mais ce que la psychanalyse a pu apporter, n'est-ce pas, c'est quand même cette idée que ce qui était important, ça n'était pas ce que faisait quelqu'un, mais ce qu'il était dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire, si on emploie un gros mot, n'est-ce pas, sa présence ontologique, si vous voulez, dans ses comportements. Bon, en gros, vous pouviez recevoir un patient qui vous paraissait fou comme un lapin, il n'était pas pour autant psychotique au sens psychiatrique ou psychanalytique du terme, n'est-ce pas? Il avait des symptômes qui étaient très, très, très exubérants, mais bon, c'est ça. Ces symptômes étaient une espèce d'expression, de blessure de mémoire, de souffrance de son histoire. Bon, ça faisait du tumulte, du tapage. C'était un tapage symptomatique, mais pour autant, structurellement, n'est-ce pas, on ne pouvait pas le considérer dans sa position subjective comme fou. Je schématise, parce que comme je vous connais pas, je schématise, n'est-ce pas, bon, ce que je veux dire. Par contre, vous receviez tel patient qui avait quelques petits problèmes, il venait comme ça, il paraissait à peu près normal, et dans le travail que vous pouviez faire avec lui, vous vous aperceviez que ce type parfaitement adapté, qui paraissait un peu obsessionnel, un peu méticuleux, n'est-ce pas, bon, un petit peu désaffecté, un petit peu instrumental, un petit peu métallique dans le contact, lui, psychiquement, il est fou. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il est psychotique. Hein, c'est ce qu'on appelle une psychose blanche, je parlais très vite. Bon, ben, si vous voulez, en gros, ce que donc ce point de vue pouvait apporter, c'est que ce qui comptait, c'était pas le comportement d'un patient, c'était ce qu'il était dans sa manière de se comporter, c'était sa position subjective. C'est un point très important. Dans notre société, c'est pas, je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure, mais dans notre société, c'est pas ça qui est évalué. Ce qui est évalué, c'est pas, encore une fois, la vertu, c'est pas encore une fois la présence de l'être dans ce qu'il fait. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est la manière dont il se comporte et comment on peut mesurer ce qu'il se comporte, comment on peut l'évaluer en quantité. C'est la seule chose. Hein. Alors, peut-être que je vous en parle tout de suite, comme ça sera fait. N'est-ce pas ? Ça, c'est une certaine conception de l'évaluation. C'est-à-dire que les nouvelles formes sociales de l'évaluation, j'ai parlé tout à l'heure des agences de notation financière, n'est-ce pas, eh ben, fonctionnent de la même manière. Comme vous le savez, les agences de notation financière n'ont jamais prévu les crises. Ni en 1929, où avant le jeudi noir, les titres étaient au plus haut, ni en 1996-97, ni en 2000, ni en 2007, ni en 2008, jamais les agences de notation financière n'ont eu la capacité de prédire objectivement une crise qui allait émerger, et elles se sont chaque fois plantées. Et la manière même dont elles établissent, n'est-ce pas, le crédit que l'on peut accorder, si vous voulez, à un État, ou à une entreprise, ou à une collectivité, la manière dont elles établissent cela, c'est quoi? C'est en gros un accord d'experts mélangeant des critères extrêmement hétéroclites, à la fois quantitatifs, qualitatifs, d'opinion, de rumeurs et autres, permettant de donner une note.
Bon, ben une fois que vous avez intégré ce système-là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des conflits d'intérêts, puisque depuis 1970, les agences de notation financière sont financées par ceux qui sont les plus intéressés au crédit, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, il y a un changement, bien évidemment, il y a un changement dans la manière de rémunérer les agences de notation financière qui impacte, bien sûr, sur leurs conclusions. Bon, ben, une fois que vous avez pris en compte cela, et si j'avais 2 heures de plus, je pourrais vous montrer que toute la psychiatrie est prise aussi dans ce modèle-là, n'est-ce pas? Eh bien, une fois que vous avez compris cela, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être prédictif et ça ne peut pas être objectif. Ce qui est mesuré, c'est en gros un état de quelque chose, d'une structure, un état d'un système, en fonction du crédit que l'on peut lui accorder sur la base de rumeurs plus ou moins formalisées. Vous voyez, avec quelques éléments, bien sûr, qui sont chiffrés et autres. Alors, ça, c'est quand même vraiment ce qui se passe vraiment dans tous les secteurs de l'existence sociale aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans notre société, l'imposteur, il est un peu comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas ? Puisque faire prévaloir la forme sur le fond, valoriser les moyens plutôt que les fins, se fier à l'apparence et à la réputation plutôt qu'au travail et à la probité, préférer l'audience au mérite, opter pour ce qui peut paraître le plus immédiatement rentable plutôt que le courage de la vérité. Enfin, tout ça, ce sont justement des transformations que nous connaissons, si vous voulez, que nous connaissons dans notre société actuelle. Alors, pour être très, très concret, ce que vous n'avez pas dit, Georges, tout à l'heure, peut-être quand vous m'avez présenté, c'est, si je peux me permettre, c'est que nous avons été aussi un certain nombre à l'initiative d'un collectif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'Appel des Appels, n'est-ce pas? Et ce collectif qui regroupe des médecins, des psys, des infirmiers, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des magistrats, des journalistes, des éducateurs, des enseignants, des chercheurs, j'en oublie toujours, des acteurs culturels et autres. Ce mouvement, ce collectif, a été un mouvement qui s'est un peu révolté. C'est une insurrection des consciences, comme on l'a appelé, face à des réformes qui cassaient complètement leur métier, qui décomposaient les métiers, qui les recomposaient par justement une notion de l'évaluation extrêmement formelle, extrêmement quantitative, vous voyez, extrêmement procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous faire très simple, vous allez comprendre tout de suite, la valeur, par exemple, d'une émission radio, d'une émission télévisée, la valeur d'un article, c'est pas du tout ce qu'elle va apporter à la formation critique du citoyen, c'est pas du tout ce qu'elle va apporter, si vous voulez, comme substantifique moelle, comme donnant lieu à penser, donnant lieu à réfléchir, n'est-ce pas? C'est le nombre d'auditeurs, ou le nombre de spectateurs, ou le nombre de lecteurs, ou encore, n'est-ce pas, le nombre de commentaires que vous allez mettre sur le site de la radio. C'est un point qui est aussi très important. Le nombre de commentaires, même si dans ces commentaires on dit mais vraiment quelle idée d'avoir invité cette espèce d'abruti qui nous emmerdait pendant 1 heure, c'est pas grave. À partir du moment où vous faites réagir, vous avez ce qu'on appelle une logique d'audimat. Logique d'audimat. Or, c'est très important. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte, c'est la quantité. Ce qui compte, c'est la réaction que vous produisez. Ce qui compte, c'est les effets que vous produisez. Et donc, un bon journaliste aujourd'hui, c'est un journaliste qui peut inviter ou qui peut faire des émissions radio, télévisée, etc., qui produit des réactions. C'est pour ça que je vous ai cité Debord, n'est-ce pas, sur la société de la marchandise du spectacle. Qu'est-ce que c'est que le spectacle? C'est ces images, si vous voulez, que l'on prend pour des choses réelles, pour aller vite. Alors, cette logique d'audimat, qu'est-ce que c'est? C'est le cheval de Troie d'une logique du marché dans des secteurs de l'existence sociale qui jusque-là n'étaient préservés. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de vendre. Il s'agit de vendre son émission, il s'agit de vendre son article, il s'agit de vendre, si vous voulez, sa prestation. Alors, si on réfléchit 30 secondes, la première chose que l'on peut dire, c'est cette capacité de vendre les apparences. C'est quoi? C'est le propre de l'imposture. L'imposteur, c'est quoi? L'imposteur, vous savez que c'est la même étymologie latine, imposteur et impôt. L'imposteur, c'est celui qui finalement prélève dans la bourse d'autrui
pour pouvoir se répondre à ses propres besoins. Tartuffe ou l'imposteur, n'est-ce pas, Tartuffe fait les signes qu'il faut pour accréditer, n'est-ce pas, auprès d'Orgon sa foi, sa dévotion, pour lui piquer ses biens et pour lui piquer sa femme. Donc, si vous voulez, l'imposteur, c'est ce qu'on appelait aussi un chevalier d'industrie, c'est celui qui vit d'expédients aux dépens d'autrui, c'est-à-dire aux dépens du crédit qu'il peut obtenir d'autrui en lui ayant vendu ses apparences, en lui ayant... on va dire que l'imposteur, c'est vraiment par excellence la figure anthropologique de l'humain dans notre société, puisque l'imposteur, c'est un entrepreneur de lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, il fait tourner sa petite entreprise. Donc, en gros, c'est l'individu comme micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence, à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Bon, vous comprenez bien que là, il y a une très grande proximité entre la manière dont notre société, notre civilisation fabrique, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'humain, et la stratégie d'imposture. C'est ce point sur lequel je voulais... Alors, je vous ai parlé de la logique d'Audimat. Il ne faut pas croire que la logique d'Audimat, n'est-ce pas, elle n'opère que dans le champ de l'information, que dans le champ de la radio, de la télévision, de la presse. La logique d'Audimat, vous l'avez partout. Quand vous prenez, par exemple, l'hôpital, Thierry, je parle sous ton contrôle, n'est-ce pas, quand vous prenez l'hôpital avec la tarification de l'activité, la T2A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la valeur d'un acte de soin dépend de ce qu'il rapporte au pôle médico-chirurgical. Ça veut dire que, si vous voulez, combien ça vaut un sourire de schizophrène? 0. Combien ça vaut, n'est-ce pas, la main que l'infirmier va poser sur votre avant-bras au moment où vous allez passer dans la machine infernale de l'IRM ou du scan? 0. Qu'est-ce que ça vaut la clinique? Qu'est-ce que ça vaut la tension même où quelqu'un va vous demander comment les symptômes sont venus? 0. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est ce qui est technique. Ce qui compte, c'est ce qui est chirurgical. Ce qui compte, c'est ce qui rapporte du fric au pôle médico-chirurgical. Ça produit quoi? Vous ne le savez pas, mais vous le savez sûrement. Ça produit des stratégies d'imposture. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui apprennent aux médecins hospitaliers à optimaliser les actes de soins. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire optimaliser, rendre meilleur le soin qui vous est dispensé. Ça veut dire qu'on leur apprend à surfacturer les actes de soins, ce qui n'est bien évidemment ni moral, ni économique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, vous voyez, et ça veut dire qu'à partir du moment où justement vous avez une approche de la valeur qui se calque totalement sur la quantité ou qui se calque, n'est-ce pas, sur les protocoles, la procédure, la conformité, à partir de ce moment-là, vous induisez chez l'autre des stratégies qui vise à répondre à ce qui est exigé. J'en parlerai tout à l'heure plus en détail. Mais vous prenez la Grèce, les 2 tutelles financières internationales demandent un budget équilibré. Un budget équilibré, il est complètement bidon, il est faux, mais ça n'a aucune importance. Ben, si vous avez compris ça, vous pouvez sortir, c'est fini la conférence. C'est ça que ça veut dire. Et que l'imposture est une solution. Je ne dis pas que c'est une solution morale, c'est pas ça, mais c'est une solution à des exigences normatives qui font vivre les individus et les peuples au-dessus de leurs moyens. Donc le gamin qui ment, le gamin qui triche, le gamin qui fraude, c'est quoi? Ben, c'est le gamin qui répond aux attentes de l'autre, aux normes que l'autre, n'est-ce pas, exige de lui, sans en avoir les moyens psychiques ou sans en avoir les moyens cognitifs. Je ne vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est l'épanouissement, au contraire, c'est la pire chose du point de vue de l'épanouissement personnel. C'est un autre problème, c'est pas ça. Mais c'est pour essayer de vous montrer qu'en gros, on ne peut pas disculper l'environnement de la part qui est la sienne dans la fabrique de l'imposture. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous avez effectivement, n'est-ce pas, des individus qui à un moment donné font les signes de la dévotion, c'est parce que vous êtes dans une société où la religion a un rôle important. Si vous êtes dans un environnement où les gens traficotent les chiffres, c'est parce que vous êtes dans une société, n'est-ce pas, où les chiffres pilotent les individus et organisent le lien social, etc., etc. Donc c'est ce point que je voudrais essayer de faire passer. Alors, j'ai parlé de l'hôpital. On va poursuivre, puisque c'est un domaine que je connais bien. Prenons l'université. Prenons l'évaluation des universitaires. C'est la pire des choses, ça aussi. Bon, l'évaluation universitaire, c'est quoi?
Bon, que vous soyez bon ou mauvais enseignant, on s'en fout complètement. Moi, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été 15 ans au Comité national des universités, j'ai été vice-président et président de ma section, j'ai vu la manière dont les dossiers se fabriquaient. C'est-à-dire qu'en gros, un bon universitaire, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui forme bien ses étudiants, c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui leur trouve du boulot, c'est pas quelqu'un qui les suit, qui les encadre, etc. C'est quelqu'un qui publie des articles. C'est quelqu'un qui publie des articles. Et qui publie des articles, mais pas n'importe quel article, qui publie des articles dans des revues qualifiantes. C'est quoi des revues qualifiantes? C'est pas du tout des revues de qualité. Croyez-moi, on s'emmerde absolument à les lire, c'est pas le problème, n'est-ce pas? C'est des revues reconnues comme ayant un fort impact factor, c'est-à-dire que ce sont des revues dans lesquelles on a pu établir une corrélation, n'est-ce pas, entre le nombre d'articles et puis le nombre de citations par des auteurs. Alors, je vais vous en dire 2 mots après, mais pour essayer de vous faire comprendre que, en gros, la qualité d'une recherche, c'est quoi? La qualité d'un laboratoire qu'on va expertiser, c'est quoi? C'est le nombre d'articles par chercheur, quels que soient les chercheurs, quelle que soit la recherche, même si plus c'est ennuyeux, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? Moins ça sert à rien, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? C'est le nombre d'articles publiés dans des revues de quoi? Des revues de marque. Et ça dit, nous sommes dans une politique de la marque. La politique de la marque, c'est la politique, je suis désolé, mais de l'imposteur. Il sait vendre sa propre marque. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent parfaitement sont les plus cyniques, les plus opportunistes, ceux qui ont compris comment on pouvait exploiter la notion de marque. Qu'est-ce que c'est que donc la valeur aujourd'hui d'un universitaire? C'est la valeur de quelqu'un, n'est-ce pas, qui produit, si vous voulez, mais je ne l'ai pas là malheureusement, je me suis trompé de bouquin, c'est pas grave. Il y a une très belle citation de Nietzsche là-dessus, qui produit le mieux dans l'usine à donner des articles qui s'inscrivent dans un support de publication de marque. Oui, ce qui compte, réfléchissons 30 secondes, puisqu'on est là un petit peu pour bavarder, je ne vais pas vous faire une conférence, ça sera ennuyeux comme tout, n'est-ce pas? Mais essayons un peu de comprendre, en gros, ce qui compte, c'est pas du tout le contenu de l'article. Ce qui compte, c'est le lieu où elle est publiée. C'est le support. Il vaut mieux publier un article complètement nul que personne n'ira. De toute façon, les articles qui sont publiés dans nos revues internationales ne sont absolument pas faits pour être lus. Je crois qu'il y en a 70% qui ne sont pas lus. C'est pas grave, ou 80%. C'est pas grave. C'est fait pour être publié. Et c'est fait pour avoir une étiquette à publier dans Nature, Science, etc. Bon. En même temps, c'est un degré qui mesure la conformité de votre insertion dans un réseau d'hégémonie intellectuelle et linguistique. Si vous prenez les auteurs de Science, Nature, vous avez entre 70 à 80% qui ont une adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ce qu'on va mesurer, vous voyez, c'est pas la qualité de l'article produit. Ce qu'on va mesurer, en gros, c'est le lieu où il est publié, donc la marque. Et ce qu'on va publier et ce qu'on va mesurer en même temps, c'est son degré de proximité avec les centres de pouvoir éditoriaux. Par exemple, moi, il se trouve que j'ai été, maintenant je refuse, mais j'ai été longtemps expert de différentes revues. Alors c'est intéressant parce que vous recevez le même article du même auteur, mais il ne cite pas les mêmes personnes dans son article en bibliographie. Il cite bien évidemment les référents bibliographiques dont il pense que ça va être les experts qui vont donner un avis pour la publication. Vous avez là, bien sûr, c'est de l'imposture à la petite semaine, c'est de l'imposture ordinaire, mais je crois qu'il faut bien le comprendre comme un symptôme. Le symptôme de quoi? Le symptôme d'une maladie de civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une civilisation de la norme. Vous voyez, comme le disait un paléontologue, n'est-ce pas, lors d'un colloque récemment auquel je participais, c'est le type qui a trouvé, n'est-ce pas, une dizaine de dents dans le rift africain, n'est-ce pas, dents qui datent de plus de 8000 ans. Eh bien, il ne va pas publier un article dans une revue pour faire état de sa découverte, il va publier 8 articles, un par dent. Ça va augmenter son taux de productivité scientifique. Vous voyez. Alors vous riez, mais je vous jure que c'est absolument déprimant quand vous êtes en plein là-dedans. Pour ça que d'ailleurs j'ai quitté, n'est-ce pas? C'est complètement déprimant parce que vous vous apercevez des stratégies que vos jeunes collègues, notamment, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les vieux, n'est-ce pas, ont pour essayer de répondre à quoi? De répondre au fait qu'il faut produire des articles intéressants. On s'en fout complètement.
Des articles qui apportent quelque chose à la recherche, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la pratique thérapeutique, on s'en fout complètement. Non, des articles qui apportent quelque chose au laboratoire pour lui permettre d'être accrédité, d'avoir une bonne expertise, une bonne note, si vous voulez, à plus si possible, et ce qui permet crédit, poste, etc. C'est un point qui est extrêmement important, et dites-vous bien qu'il domine dans notre société, qui est une société de la marchandise et du spectacle. Bon. Alors, je vais peut-être un peu commencer mon topo, mais vous voyez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est comment l'imposture, eh bien, elle nous amène forcément à réfléchir sur les valeurs qui organisent le champ social. C'est ça que je voudrais essayer de faire passer comme idée. Et comment aujourd'hui, dans une société normative, dans une société de contrôle, justement, ceux qui répondent le mieux peut-être à ce que notre société attend, c'est finalement l'imposteur, c'est la stratégie de l'imposture. Alors, vous voyez par exemple, prenez la question des bulles spéculatives financières. Bon, il n'y a pas que dans la finance d'ailleurs que des bulles spéculatives, dans la recherche aussi, je vous le garantis. Bon, il faut bien comprendre que dans l'approche que je vous propose, ces bulles spéculatives ne sont pas des erreurs ou des dysfonctionnements du système. C'est au contraire ce qui le fait fonctionner. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la part émergée de tout un système qui consiste non pas à évaluer les choses sur leur réalité, mais à les évaluer sur les apparences et à vendre ces apparences. Alors, qu'est-ce que l'imposteur? Si ce n'est celui qui vend son image, son apparence, la forme de ses comportements, le semblant et le trucage des valeurs du champ social. Voilà ce que j'ai commencé donc à vous dire. Alors, maintenant, si on prend, si vous voulez, ce que je vous ai dit par exemple concernant la logique d'Audimat, si on réfléchit, considérez qu'aujourd'hui, ce qui vaut comme valeur, c'est finalement l'opinion. C'est quand même ça. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la popularité. Qu'est-ce que c'est un impact factor? C'est un taux de popularité. Taux de citation, c'est un taux de popularité. C'est qu'en gros, vous avez écrit un article complètement fou que la revue a publié, hein, et vous allez avoir énormément de taux de citation parce que finalement, beaucoup de gens vont dire que c'est complètement idiot ce que vous racontez. Du coup, n'est-ce pas, vous avez un taux, je dirais, de chercheurs produisants puisque vous avez été cité de multiples fois. Hein. Alors que par contre, vous faites votre petit boulot dans votre coin. Vous n'êtes pas cité, vous n'êtes pas un chercheur produisant. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais pour moi, c'est très important parce que, en gros, aujourd'hui, la valeur se mesure aux effets d'opinion qu'elle produit. Si on fait un peu de philosophie, un tout petit peu de philosophie, vous vous rendez bien compte que, là, depuis le début, on va dire avec Platon déjà, n'est-ce pas, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. On parle aussi d'épistémologie avec Bachelard, etc. Mais peu importe, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. Donc ça veut dire, ça tout simplement, que aujourd'hui, ceux qui réussiraient le mieux dans notre société sont les sophistes. Et on peut se dire que d'une certaine manière, les politiques qui réussissent le mieux, ce sont les sophistes. Et ceux qui vendent, non pas, si vous voulez, non pas ceux qui réfléchissent, non pas ceux qui ont le courage de la décision, non pas ceux qui portent des valeurs, qu'elles soient démocratiques ou autres, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui finalement vendent pour persuader, pour convaincre. On est vraiment dans une société de la publicité et du spectacle, et c'est là où, si vous faites le lien avec l'imposture, l'imposteur, c'est celui qui impose, qui prend un impôt en prélevant sur l'autre pour payer sa dette, vivre au crédit d'autrui. C'est-à-dire que c'est celui qui en impose. Mais réfléchissons 30 secondes. Celui qui en impose, est-ce que ça n'est pas le modèle même qui a cours dans notre société? En imposer. Alors, là, je vais aller plus dans le détail, surtout que je ne sais plus combien de temps j'ai, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire aussi,
C'est qu'en gros, on est dans une société qui civilise ses mœurs, c'est méchant de le dire comme ça, mais à la manière, n'est-ce pas, de la société Findus. Vous savez, là où on a trouvé de la viande de cheval qui était vendue pour la viande de bœuf. Bon. Ça veut dire qu'en gros, on va tout à fait mesurer la trajectoire du produit. On va mesurer les étiquettes déposées sur les boîtes du produit. Mais on ne va pas essayer de savoir ce qu'il y a dans le produit. Eh bien, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on évalue les chercheurs, les enseignants, les évaluations scolaires. C'est pareil. Prenez les évaluations scolaires, n'est-ce pas? On sait bien depuis très longtemps, il y a eu des tas de recherches en sciences de l'éducation là-dessus, on sait bien depuis très longtemps, par exemple, que au fur et à mesure du temps, les élèves réussissent mieux les tests scolaires qu'on leur fait passer. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils ont davantage appris, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, qu'ils se sont davantage adaptés par un pattern de comportement, par un habitus au sens de Pierre Bourdieu. Il y a une manière de se comporter, une manière de penser. Ils sont de plus en plus adaptés aux questions qu'on leur a posées. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela signifie en termes de pédagogie, de destruction même de la capacité de penser, d'annihilation du désir, de curiosité, si vous voulez, de l'enfant? Et ce que cela signifie comme absence de confiance dans l'enseignant? Nous sommes dans une société de l'évaluation généralisée. L'ancien président de la République disait, l'ex-président disait que là où il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Bon, ce qui veut dire que finalement, si on ne mesure pas en permanence ce que font les individus, ils ne sont pas capables de le faire. Comme si on dit, si on ne mesure pas la capacité respiratoire de quelqu'un, il n'est pas capable de respirer. C'est aussi bête que ça. Mais je vous garantis que c'est... Alors, comment... Bon, je vais y venir, hein, mais comment est-ce qu'on en est venu là? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est cette mode de civilisation des mœurs qui fonctionne? Alors, je vais essayer de vous montrer que ça obéit aux exigences, justement, du type d'économie dans... n'est-ce pas, au sein de laquelle nous évoluons. Ça va être la deuxième partie de mon propos. Mais sur cette première partie, je voudrais encore un petit peu rester, n'est-ce pas? En gros, on sait très bien, par exemple, avec les QCM, dans les différentes disciplines, on sait très bien que ce ne sont pas des connaissances qui sont apprises. Ça ne répond pas, si vous voulez, aux besoins. Prenons par exemple la pédagogie freinée. L'idée de la pédagogie freinée, ce qui était formidable, c'est de ne pas dissocier l'acquisition de connaissances des questions existentielles que l'enfant pouvait se poser à un moment donné dans sa vie. Et donc, c'est pas n'importe quand qu'on va lui faire apprendre la physique des fluides, c'est au moment où il va se poser des questions concernant la construction d'un barrage dans une rivière qu'il va faire avec des copains. C'est pas à n'importe quel moment qu'on va lui apprendre la botanique, c'est au moment où il va s'intéresser à la cueillette des champignons, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on va se saisir du désir pour pouvoir, à partir de ce désir, répondre par une acquisition des connaissances. Rien à voir avec les protocoles stupides, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont cours dans l'enseignement. Il faut voir aussi que ça a un impact formidable, terrible, sur la formation du citoyen. Comment voulez-vous, c'est pour ça que je vous ai donné toutes ces citations au début, comment voulez-vous former des citoyens avec ce mythe d'un sujet entrepreneur de lui-même qu'on met en concurrence avec les autres et qui doit surtout se vendre en répondant aux attentes d'autrui? On ne forme pas un citoyen, là. Et en plus, il doit se vendre en fonction de ce qui, à un moment donné, accourt sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, il doit se saisir dans sa formation des produits qui peut le plus faire mousser après pour pouvoir se vendre. Souvenons-nous, par exemple, n'est-ce pas, de ce que pouvait être l'éducation d'un jeune Athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, temps de Périclès, n'est-ce pas, où finalement il va pouvoir apprendre l'astronomie, il va pouvoir apprendre la physique, il va pouvoir apprendre la médecine, il va pouvoir apprendre l'architecture, il va pouvoir apprendre le droit, pas du tout pour devenir architecte, médecin, astronome, pas du tout. Pas du tout. Il va apprendre tout ça, pourquoi? Il va apprendre tout ça pour être un bon citoyen,
et faire valoir au mieux ses qualités au service de la cité. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, les connaissances qu'il a pu acquérir ne sont pas là pour répondre aux exigences temporaires du milieu, mais pour sa propre formation. Formation intellectuelle, formation morale, formation philosophique, formation civique. Alors, quels sont les individus à Athènes que l'on va former aux techniques spécialisées, aux enseignements spécialisés? Quels sont les individus qui vont apprendre l'astronomie pour devenir astronome, la médecine pour devenir médecin, la poterie pour devenir potier? Ce sont les esclaves. Donc, en gros, vous faites vite, et vous avez quasiment terminé, si j'ose dire, ma conférence, nous sommes aujourd'hui dans une société d'esclaves, c'est-à-dire de servitude volontaire, puisque la différence, n'est-ce pas, avec, si j'ose dire, le monde antique, c'est qu'aujourd'hui, on requiert notre consentement pour la servitude. Et donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant, toujours encore une fois, pour essayer de vous montrer le lien avec l'imposture, avec la fraude, avec le mensonge. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de clinique, mais sinon, j'en parlerai tout à l'heure dans le débat. Mais, vous voyez, en gros, vouloir former nos jeunes à être les professionnels que l'on attend sur le marché du travail, c'est considérer que le savoir n'a de valeur qu'en tant qu'il peut se vendre, n'a de valeur qu'en tant qu'il peut répondre à une attente. Alors du coup, c'est pas compliqué d'ailleurs. Vous en voyez la conséquence très rapidement aujourd'hui dans la hiérarchie des disciplines enseignées à l'université. Vous en voyez, n'est-ce pas, très vite le reflet par rapport au prestige des écoles, etc. Qu'est-ce qui finalement se vend le mieux? C'est pas les humanités. Donc on considère que les humanités, sciences humaines, sociales, etc., ça n'a pas de valeur, ça. L'art, ça n'a pas de valeur. Le jeu, ça n'a pas de valeur. L'amour, ça n'a pas de valeur. Et on fabrique des monstres, vous savez. Juste peut-être un mot, puis je terminerai peut-être là-dessus. Mais quand vous pensez à quelqu'un comme le philosophe Walter Benjamin, qui parlait justement de l'importance, on va dire, du caractère essentiel de l'inutile, du caractère essentiel de l'inutile. Que disait Benjamin? Il parlait du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Et il disait, le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Et il poursuit, et que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche? Il dit, serait-il encore un enfant, n'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister? Vous avez là, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, un peu le modèle anthropologique, n'est-ce pas? Le modèle anthropologique de la manière dont on peut soigner, éduquer, informer justement nos concitoyens. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, mais je vais passer à autre chose. Ce que j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer aujourd'hui des conséquences de notre manière de penser le lien social sur la base simplement de normes, de critères normatifs, et où il faut essayer de répondre à ces normes, et donc de toutes les façons possibles. Et une des façons les plus économiques de répondre à ces normes, c'est bien évidemment de tricher. Bon. Donc, pour le dire aussi encore autrement, n'est-ce pas, il y a un point qui est important, c'est que on va dire que l'imposture, c'est la sœur siamoise du conformisme. C'est-à-dire, c'est dans une société très conformiste, c'est-à-dire qui conforme les comportements, qui conforme les conduites, qui conforme la manière de penser. C'est dans ce type de société où va prospérer aussi, n'est-ce pas, l'imposture, puisque ce qui compte, pour le dire simplement, c'est le costume, c'est l'habit, c'est pas le moine. C'est finalement la capacité d'emprunter. Alors ça, c'est très important parce que c'est très frappant dans la clinique des imposteurs. Alors la clinique des imposteurs, il y a aussi la clinique bien sûr des menteurs, et puis il y a la clinique de ce que nous appelons en psychanalyse et en psychiatrie, ce que nous appelons les personnalités as-if. Les personnes as-if, c'est-à-dire personnalités comme si. Ceux qui sont capables de faire semblant, de donner le change, voyez. Et c'est intéressant parce que ces personnalités-là, quand vous les rencontrez, elles sont normales. Elles sont tout à fait capables de faire un certain nombre de choses. Vous les mettez à la peinture, ils font très bien. Ils font de la peinture, vous les mettez à la musique, ils font de la musique, vous les mettez à la littérature, ils font de la littérature. Bon, et pourtant,
et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils font, mais la souffrance, on va employer le gros mot, la souffrance est ontologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Ils font sans être là. Et c'est face, et ça c'est important, c'est face à un vide ontologique. Alors, si vous faites juste un peu un lien, hein, parce que je lance quelques petites pistes comme ça, et puis on en débattra tout à l'heure, n'est-ce pas? Si vous faites un lien, en gros, le camouflage, le masquage, n'est-ce pas? C'est quand il y a un vide. Il y a un vide ontologique. C'est-à-dire quand on a perdu la substance de ce qui constitue la valeur d'une personne ou d'une société. Souvenez-vous de ce film extraordinaire de Woody Allen, Zelig. Zelig, c'est ce monsieur qui blanchit avec les blancs, rougit avec les rouges, noircit avec les noirs, jaunit avec les jaunes, n'est-ce pas? Et que l'on retrouve dans quoi? Qu'on le retrouve avec le génie de Woody Allen, qu'on le retrouve à côté de Hitler dans un parti de masse, un parti totalitaire, un parti nazi. C'est-à-dire que ce type de personnalité vide, qui finalement a la capacité d'emprunter n'importe quel habit, eh bien, il a besoin, pour se nourrir ontologiquement, pour se nourrir dans son être, il a besoin, si vous voulez, de la masse autour de lui. Si vous réfléchissez, c'est très important et ça peut nous permettre de comprendre aujourd'hui le caractère volatile des engagements politiques. C'est-à-dire, en gros, ce ne sont pas des engagements qui sont accomplis dans une appropriation des valeurs pour lesquelles on donnerait sa vie, ou on donnerait, si vous voulez, beaucoup de choses pour aller vite. Ça reste superficiel. Et ce qui explique que ça peut se balader d'un endroit de l'échiquier politique à l'autre, parce qu'il n'y a pas appropriation. Il y a eu, pendant très longtemps, en France et ailleurs dans le monde occidental, il y a eu des choix quasiment familiaux qui étaient faits, des options, en quelque sorte, qui étaient accomplies. On était gaulliste de père en fils, communiste de père en fils, etc., maurassien de père en fils et autres. Il y avait, ou l'opposé, mais peu importe. Vous voyez, il y avait en gros une appropriation. Il y a eu une France Dreyfusarde, une France anti-Dreyfusarde, la France de Vichy, la France de Londres, etc. Bon, mais il y avait quelque chose qui, au fur et à mesure, s'était approprié pour chacun des individus. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça, je crois qu'il faut bien le voir, pas simplement en fonction de la pathologie des individus, il faut le voir aussi au niveau de la substance de la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles offrent aux individus pour se constituer en quelque sorte comme citoyens. Alors, oui, je vous conseille aussi, puisque je vous conseille aussi, si vous voulez, un roman canadien qui s'appelle Le Bizango, qui est assez intéressant, une espèce de polar du monde haïtien à Montréal, n'est-ce pas, où le Bizango, c'est ce personnage extraordinaire qui peut prendre notamment dans le roman l'apparence de la personne à laquelle pense ou à laquelle est resté fixé l'adversaire. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un a perdu sa mère. Bon, le Bizango, c'est celui qui est capable d'incarner l'objet perdu. Donc, il devient la mère que... Bien évidemment, vous imaginez que dans un polar, ça désarme totalement l'adversaire que d'épouser, en quelque sorte, l'objet dont il est en manque, l'objet dont il a la nostalgie. Je crois que c'est assez fin aussi comme analyse ce roman, parce que ça montre bien, bon, mais là je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Logique des passions, centré sur cette question, qui montre bien que justement, enfin, c'est en répondant à la demande de l'autre, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement leur imposture, illusion. Alors, dans la passion, c'est pas une imposture, c'est une imposture involontaire. Dans la passion, c'est une illusion. Hein. Souvenez-vous de Proust, hein, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai manqué mourir, etc., que j'ai vécu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Hein. Ça, c'est la vérité de l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, on vit en quelque sorte les mêmes événements amoureux, mais on n'est pas dans la même histoire. Hein. C'est-à-dire que chacun donne à l'autre sa réplique sur une scène, sauf que c'est pas la même pièce qui est jouée pour l'un et pour l'autre. Hein. Donc, mais ça, c'est du côté de l'illusion. C'est pas du côté, si vous voulez, c'est pas du côté de l'imposture. Alors, au point où nous en sommes, je voudrais quand même attaquer ma deuxième
la deuxième partie, si vous voulez. Donc, ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, c'est quand même cette idée, je vais la reprendre, encore une fois, psychopathologiquement parlant, comme socialement parlant, l'imposture, elle est une solution. C'est une solution qui n'est pas morale, mais elle est une solution, n'est-ce pas, pour répondre à des exigences normatives qui vous font vivre au-dessus des moyens qui sont les vôtres. Et donc, les petits mensonges, les petites tromperies, les petites fraudes, etc., relèvent aussi de cet ordre-là. Il suffit de voir, par exemple, chez l'enfant, que le mensonge est quasiment normal dans le développement de l'enfant. Il surgit au moment où l'enfant a besoin de se constituer un espace intime pour éviter l'intrusion de son environnement. Donc, il se camoufle, donc il masque. Alors ça va être des petits mensonges, mais c'est une façon, encore une fois, de se soustraire à l'emprise de l'autre. Alors, le propre chez l'imposteur, c'est qu'il se soustrait à l'emprise de l'autre, mais sauf que, comme il vit de l'autre, il s'offre, bien évidemment, en même temps à cet autre, il s'offre dans quelque chose qui est l'aliénation. Il y a aussi, bon, je vous donne les trucs très rapidement avant de passer à ma deuxième partie, mais si vous voulez, vous avez donc chez l'imposteur, vous allez comprendre le lien par rapport à notre société, vous avez chez l'imposteur une espèce d'hyperadaptation aux idéaux de l'autre, d'hyperadaptation aux normes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se les approprier. Si vous voulez, il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de métaboliser les normes. Il suffit qu'il fasse les gestes, il suffit qu'il fasse semblant, et ça marche. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que les bulles spéculatives financières de notre époque ne sont que finalement la clé de voûte du système et pas du tout un effet secondaire. Vous avez un film qu'il faut absolument voir qui s'appelle, n'est-ce pas, À l'origine. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Xavier Giannoli qui est très intéressant, où on voit comment un imposteur, à un moment donné, vient répondre à l'attente désespérée d'une population mise au chômage dans une petite ville, n'est-ce pas ? Et il va se mettre à construire une route avec plein de faux, plein de trucs complètement bidons, n'est-ce pas ? Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette route, n'est-ce pas, elle existe, elle est réelle. Bon, on va la détruire parce qu'elle, quand il se fait attraper, elle ne correspond pas. N'est-ce pas ? Elle ne correspond pas, si vous voulez, aux exigences administratives, mais et c'est intéressant parce que c'est un type qui a été connu parce qu'il a été également épinglé une deuxième fois, n'est-ce pas ? Il a été épinglé une première fois en mars 1997, donc sur cette histoire d'autoroute pour laquelle on avait arrêté un chantier pour préserver une espèce rare de scarabée, donc on avait mis toute une population au chômage aux alentours. Cet escroc, il arrive. Il fait croire qu'il va reprendre le chantier, il produit des tas de faux papiers, et finalement il obtient de l'argent, et finalement il se prend même à son jeu, puisqu'au début il fait ça pour tirer du fric pour lui, et puis il se prend tellement au jeu que finalement il va mettre même ses propres économies dans son entreprise de tromperie, et il va créer cette route, qui sera détruite et reconstruite quelque temps après. Mais il va faire pareil au moment de la tempête Cynthia, où il va également être aussi, il va jouer les faux sauveteurs, etc. Et vous voyez, et on a comme ça des tas d'exemples, je ne vais pas tous vous les donner, mais où finalement, ce que l'imposteur montre, c'est que ça marche, ça produit des choses, mais que la question qui est jamais posée, c'est pour aller où ? On construit une autoroute, mais qui débouche nulle part. Et là, je crois qu'encore une fois, on ne peut pas simplement dire que c'est lié à la pathologie des individus. Je crois qu'il faut bien prendre conscience que c'est lié à finalement une société qui ne regarde que le compteur, que les chiffres, n'est-ce pas, et qui ne s'intéresse pas à la route, qui ne s'intéresse pas à savoir, si vous voulez, où ils vont. Est-ce qu'il y avait hier des gens qui étaient à ma conférence ? Levez le doigt. Bon, alors je vais pouvoir raconter la petite histoire que j'ai racontée hier soir. Et qui va finalement clore cette première partie sur la notion, si vous voulez, de valeur, puisque j'ai peu de temps pour la deuxième partie. C'est pour essayer de dénoncer ce qu'il en est aujourd'hui d'une société qui pilote uniquement avec les chiffres, donc qui regarde le compteur, qui ne regarde plus la route, et c'est pourquoi elle va dans le décor, bien évidemment. N'est-ce pas ? C'est l'histoire des deux Francis. C'est Francis le prêtre, vous la connaissez ? Vous étiez hier soir, alors. Non, bon. C'est Francis, vous m'avez regardé une vidéo, un truc comme ça, voilà. Ou France Inter, ou France Culture.
Et donc c'est de Francis le prêtre et Francis le chauffeur de taxi. Alors ils sont du même village, et puis le hasard veut qu'ils meurent le même jour. Alors passe d'abord Francis le chauffeur de taxi devant le Seigneur. Le Seigneur regarde ses registres et lui dit: mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton de platine et ta tunique d'argent, va. Arrive alors Francis le prêtre, et le Seigneur regarde son registre et lui dit: mon fils, tu as bien mérité le paradis, voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin, va. Alors Francis le prêtre est un peu étonné, il dit: Seigneur, il doit y avoir une erreur, je ne comprends pas très bien, je connais bien l'autre, on est du même village, c'est une catastrophe. Bon, je ne comprends pas, moi je me suis dévoué à la cause, à la foi, enfin, etc. Le Seigneur dit: mais il n'y a absolument pas d'erreur. Il dit: mais enfin, quand même, écoutez, moi je comprends pas. C'est un type qui picolait sans arrêt, il avait des accidents, c'était une terreur dans le village. Enfin, je comprends pas. Vous lui donnez le bâton en platine et la tunique d'argent, vous me donnez le bâton de chêne et la tunique de lin, il doit y avoir un problème. Le Seigneur lui dit: non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, nous avons changé notre manière de faire les évaluations. Chaque fois que toi, tu donnais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois que lui conduisait, tout le monde priait. Et je crois que, si vous voulez, ça peut résumer mieux que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant ce que j'essaie de vous dire, en quelque sorte, n'est-ce pas, sur nos évaluations aujourd'hui. C'est que dans une société où seul le score et l'effet produit, n'est-ce pas, à court terme, comptent, eh bien, on installe une incitation. À quoi? Une incitation à trouver des stratégies qui répondent aux attentes sans s'interroger sur la finalité de ces comportements. Si vous voulez, ce que je vais vous montrer, c'est que derrière les notions d'évaluation, il y a véritablement une machine philosophique, il y a véritablement une métaphysique des valeurs, il y a véritablement une vision du monde, et que donc on fabrique un sujet éthique par les évaluations sociales. Alors, je crois que je vais passer à la deuxième partie, mais je crois que, si vous voulez, il y a deux dispositifs qui ont contribué à l'installation d'une société d'imposture. Je crois que le premier dispositif, c'est incontestablement le désengagement de l'État comme volonté générale, volonté souveraine, et c'est la métamorphose de ses fonctions, de ses missions. Je crois que Pierre Bourdieu, le sociologue, nous a magnifiquement montré comment l'État remplit des fonctions analogues à la religion, c'est-à-dire avec ses rites, ses théodicées, et comment, quand l'État abandonne en quelque sorte, n'est-ce pas, ses prérogatives, et quand il les abandonne au marché, qu'est-ce qu'il produit? Il accroît une politique de sanction de la valeur par l'opinion. Donc en quelque sorte, n'est-ce pas, c'est la désorganisation de l'État qui s'est toujours plus convertie, pourrait-on dire, pas seulement au marché en tant qu'économie, mais au marché en tant que vision du monde, n'est-ce pas? C'est cet État-là qui se veut un entrepreneur et qui a formé et qui a transformé les services publics en prestations, je dirais, entrepreneuriales, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un désengagement de l'État dans ses missions de service public, mais en même temps, il y a un engagement de l'État dans sa volonté de conformer, si vous voulez, ses missions, de conformer ses fonctionnaires, de conformer ses population, encore une fois, n'est-ce pas, de manière entrepreneuriale. Et c'est du faux entrepreneur, bien sûr. Alors, du coup, ça produit, n'est-ce pas, énormément de choses, c'est-à-dire que, du coup, on va dire que, qu'est-ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que la valeur d'un article, ou la valeur d'une émission, ou la valeur d'un acte, la valeur d'une pédagogie, etc., c'est quoi? C'est pas lié aux efforts qu'elle exige, c'est pas lié aux vertus qu'elle mobilise, c'est pas lié, si vous voulez, à la pensée qu'elle produit, c'est lié à la sanction d'un plébiscite, c'est lié à la sanction d'une popularité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, pourrait-on dire, le marché des opinions.
Et ce marché des opinions n'atteint pas que le médecin, l'enseignant, le chercheur, etc. Ce marché de l'opinion, il atteint les politiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole politique aujourd'hui, elle se condamne à la séduction et à la tromperie. C'est-à-dire qu'elle doit se vendre. Elle doit se vendre, et d'une certaine manière, je dirais, pour faire vite et pour faire simple, que nous assistons véritablement à une prolétarisation de la parole politique, n'est-ce pas? Donc, opinion et économie, c'est quand même les deux mamelles du libéralisme dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, le deuxième dispositif, avant que je vous parle de ça, le deuxième dispositif, c'est que aujourd'hui, c'est moins la loi qui organise notre société, c'est-à-dire en gros la partition entre le permis et le défendu, c'est moins la loi, n'est-ce pas? Même s'il y a une inflation des lois, j'essaierai de vous montrer que cette inflation des lois ne correspond pas du tout dans l'esprit des juristes à la loi, elle est davantage une espèce de circulaire de service. Et donc du coup, on va calibrer les comportements comme on calibre les tomates. C'est-à-dire on est dans un maillage normatif de plus en plus grand, on est dans une densification de plus en plus normative, et qui en plus est facilitée par quelque chose d'assez extraordinaire, qui est l'explosion de la technique. Et je crois que l'explosion de la technique, n'est-ce pas, je ne sais pas si je retrouve ma citation, mais peu importe, sinon, l'explosion de la technique, eh bien, c'est pas simplement une technique, un instrument dont on se sert, c'est aussi ce qui fabrique d'une certaine manière l'individu, c'est ce qui fabrique son humanité. Je vous donne juste au passage une citation du sociologue Adorno. Ce que l'on ne dit pas, c'est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. De nos jours, la rationalité technique est la rationalité de la domination elle-même. Elle est le caractère coercitif de la société aliénée. Donc si vous voulez parler la langue de la technique comme on le fait donc aujourd'hui, c'est pas simplement parler des instruments, n'est-ce pas? C'est penser le monde et le vivant d'une certaine manière comme un stock d'énergie à exploiter à l'infini. Et on va parler de capital humain, on va parler de ressources humaines, on va parler, si vous voulez, de stock d'informations. Et c'est toute une manière où on va parler gérer son deuil, rien de plus épouvantable, cette expression, gérer son deuil, etc. Et on va du coup faire de chaque individu une espèce de machine à produire du profit et dont on va extraire l'énergie permettant de produire ce profit. Alors, vous voyez, c'est un point très important, c'est un peu de ça dont je vais maintenant vous parler. Alors, bon, peut-être justement encore là-dessus pour essayer de vous faire comprendre, je vais prendre Oui, des Georges. Un quart d'heure. Bon, un quart d'heure. Bon, alors pour la deuxième partie, ce sera très court, mais je vais quand même encore prendre 2 minutes pour la première partie. Je ferai la deuxième partie finalement dans le débat. Alors, si vous voulez, sur la première partie, c'est relativement simple, n'est-ce pas? Si vous voulez, la technique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'exige pas que vous pensiez. Elle n'exige pas que vous ayez une réflexion morale. Elle requiert simplement une exécution. Or, quand vous prenez, je donne plusieurs exemples, mais quand vous prenez les grands génocides, les grands tueurs de masse, quand vous prenez, n'est-ce pas, les grands criminels nazis, et quand vous lisez un peu les textes qui ont été écrits, vous vous apercevez de quoi? C'est qu'ils ont exécuté professionnellement leurs actes. Ils ont accompli techniquement leurs actes. C'est la défense d'Eichmann, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, j'ai fait ce que je devais faire. C'est le chef de gare auquel on dit près d'Auschwitz, enfin quand même, vous ne sentiez pas, il y avait des choses bizarres quand même qui se passaient. Il disait, moi mon boulot, c'était que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important parce que, bien sûr, je ne vous dis pas que nous sommes dans une société occidentale, dans un truc nazi, c'est pas ça. Bon, mais je veux dire que le fait de penser techniquement le monde n'est pas innocent. Ça ne nous exempte pas une réflexion intellectuelle, philosophique et morale. C'est ça que je veux vous dire. Voyez ? C'est un point qui est extrêmement important. Quand vous lisez même sur les massacres du Rwanda, enfin, etc., partout vous avez ça. J'ai accompli l'acte
que je devais faire. Et vous avez des détails, mais terribles. Vous avez par exemple un commando nazi chargé d'exécuter les Juifs et qui, à un moment donné, fait remonter vers les autorités un rapport qui est étonnant quand vous le lisez, qui pourrait être un rapport de revendication syndicale. En gros, ils protestent de souffrir, de devoir exécuter eux-mêmes les jeunes filles juives avec qui ils ont couché. En disant, mais est-ce que ça ne pourrait pas être les autres? Ça ne pourrait pas avoir, n'est-ce pas, une organisation croisée, rationnelle. Quand vous lisez ça, c'est très étonnant. C'est qu'en gros, la mort est leur métier, comme disait l'autre. Et ils font leur métier. Donc, vous voyez, un monde technique, là, je n'ai pas le temps d'en parler parce qu'il m'a laissé que 15 minutes, mais un monde technique, n'est-ce pas, est un monde de déshumanisation. Je ne suis pas technophobe, je suis technophile, j'adore la vie, c'est un problème. Mais, vous voyez, c'est un monde qui est déshumanisé. Or, ça va être le deuxième petit bout avant que je commence la deuxième partie. Le deuxième petit bout, c'est sur la prolétarisation. Pour commencer ce petit bout, ce sera le petit bout du petit bout. Pour commencer ce petit bout, je citerai Marx, qui nous donne quelque chose de terrible. Quand Marx nous dit « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. Jour après jour, la quantité décide pour la qualité. » C'est très important, ça. Parce que ça veut dire que, vous voyez, c'est formidable la quantité, c'est formidable les chiffres, les mathématiques, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire que si on n'y prend pas garde, il y a un pouvoir d'homogénéisation qui, finalement, décontextualise, déshumanise. N'est-ce pas? Un éducateur vaut un éducateur. Ah oui, mais quel est le rapport de cet éducateur avec le groupe de travail? On s'en fout complètement. Oui, mais les enfants, ils aiment bien celui-là et pas celui-là. On s'en fout complètement. Un vaut un sur le tableau. Et ça, c'est très, très important. Voyez. Or, moi, je ne vous dis pas qu'on ne doit pas avoir, bien évidemment, une vision mathématique, rationnelle du monde. C'est pas ça. Ou financière du monde. Bien sûr, ça existe. C'est pas ça le problème. Mais s'il n'y a que ça, on va vers, n'est-ce pas, une société de robots ou une société de termites. C'est simplement ça que je voulais, encore une fois, vous dire. Et pour essayer de vous montrer cette emprise de la technique sur nos vies actuellement, je termine mon petit bout, c'est sur ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que j'appelle prolétarisation généralisée de l'existence? Quand est-ce, nous dit Marx, que l'artisan devient prolétaire? Quand est-ce que l'ouvrier devient prolétaire? L'ouvrier devient prolétaire non pas simplement eu égard aux conditions misérables de son existence produites par l'urbanisation ou l'industrialisation. L'ouvrier devient un prolétaire à partir du moment où son savoir d'artisan a été confisqué par le mode d'emploi de la machine. C'est-à-dire tout se passe à ce moment-là comme si le lieu de décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine. Là, véritablement, il y a prolétarisation. Et cette prolétarisation, elle n'est pas matérielle, elle est symbolique, elle est humaine. Voyez. Et la grande philosophe Simone Weil, la philosophe élève d'Alain, dit « Alors on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. » Et bien, moi j'ajoute, c'est ma petite part, que la prolétarisation du paysan, c'est à partir du moment où son savoir de paysan, sa culture de paysan, son savoir-faire ont été confisqués par les exigences de la production industrielle agricole qui lui ont prescrit ce qu'il devait planter, à quel endroit, à quel moment, etc. Là, vous avez prolétarisation. Eh bien, encore un petit effort pour être républicain ou gorien, n'est-ce pas? La prolétarisation, si vous voulez, du médecin, la prolétarisation de l'enseignant, la prolétarisation du chercheur, la prolétarisation du journaliste, etc., opère à partir du moment où le savoir-faire artisanal qui était le nôtre, dans l'artisanal, il y a art. Ce savoir-faire artisanal s'est trouvé confisqué par ces machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles standardisés comparés, que sont les EBM, que sont les guides de bonne pratique, que sont les règles de bonne conduite, etc. Et là, véritablement, aujourd'hui, tous nos actes professionnels sont fragmentés, rationalisés, organisés et prescrits donc, si vous voulez, par autre chose que notre propre métier. Et c'est pour ça que nous assistons aujourd'hui à une casse des métiers qui est extrêmement importante. Et c'est pour ça que les professionnels sont en souffrance, parce qu'ils sont dans un conflit de loyauté entre l'éthique de leur métier et puis les normes gestionnaires qui sont exigées, prescrites et qui doivent être incorporées dans les actes professionnels. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors il me reste 10 minutes, c'est ça, Georges? Bon.
Alors, 10 minutes pour les 40 pages de la deuxième partie, ça va être rude. Alors, peut-être commencer par une citation de Michel Foucault, un de mes maîtres à penser, vous l'avez compris, quand Foucault dit « La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir ». Vous voyez, c'est ça, parce que les normes techniques, on comprend bien à quoi ça sert. Mais les normes sociales, elles sont ni naturelles, ni techniques. La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est pas simplement, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité. C'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. Et il poursuit Foucault, concept polémique, dit M. Canguilhem, c'était son maître, peut-être pourrait-on dire politique. En tout cas, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. La norme n'a pas pour fonction d'exclure, de rejeter. Elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention et de transformation, à une sorte de projet normatif. Réfléchissons 30 secondes sur cette citation. Je vous ai dit, les normes sociales, les normes culturelles, ce n'est pas les normes techniques. Si je dois brancher effectivement une prise, il vaudrait mieux qu'effectivement elle soit calibrée par rapport, n'est-ce pas, à la femelle qui va recevoir cette prise, etc. Mais si on prend les normes biologiques, il va de soi que quand, par exemple, l'association de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires allemandes fait baisser d'un point la norme de la tension artérielle en 1974, on multiplie par 3 le nombre de consommateurs potentiels d'hypotenseurs, mais il y a une limite, si vous voulez. Bien sûr que ça débat, bien sûr qu'il y a des conflits d'intérêts avec l'industrie, bien sûr qu'il y a des conflits de doctrine, mais quand même, on ne peut pas étendre à l'infini. Bon, mais dans le domaine du social, dans le domaine du politique, dans le domaine du psychologique, je n'ai pas le temps de vous parler de la psychiatrie, il me faut des 3 heures, mais si vous voulez, dans ce domaine-là, n'est-ce pas, les normes ne sont pas naturelles, elles ne sont pas évidentes, elles ne sont pas techniques, elles sont bien évidemment très aléatoires. Lorsqu'en 1980, on retire l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel, on guérit des millions de malades. Lorsqu'en 1994, n'est-ce pas, on inclut dans la liste des troubles du comportement sexuel les troubles de l'humeur des femmes avant les règles, on implique des tas de malades qui ne l'étaient pas jusque-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a un champ, n'est-ce pas, qui fait que, par exemple, en changeant simplement les critères, entre 1979 et 1996, en France, on a 7 fois plus de diagnostics de dépression. Ça ne veut pas dire qu'on a affaire à 7 fois plus de déprimés. Ça veut dire qu'en gros, le seuil de tolérance sociale par rapport à la dépression est modifié, et qu'en changeant les critères, on inclut de plus en plus de patients dans le lot des gens à traiter. Parce qu'en 1952, première version du manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, n'est-ce pas, il y a une centaine de troubles du comportement. 1990, vous en avez 400. 2013, DSM-5, vous en avez plus de 400. Ça veut dire simplement qu'en modifiant un petit peu les choses, on va pouvoir inclure de plus en plus de monde. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Pourquoi est-ce qu'on va inclure de plus en plus de monde? C'est pas du tout pour les isoler, c'est pas du tout, si vous voulez, on n'est plus dans cette période en quelque sorte d'exclusion. Vous voyez, c'est plus la période lépreuse, pour aller dire, pour aller vite, n'est-ce pas, où on va mettre on va hospitaliser, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est ça là-dessus que je voudrais terminer pour essayer de vous faire le lien avec l'imposture. Aujourd'hui, on va inclure toujours plus de gens dans le lot des populations à risque, c'est-à-dire à surveiller, à contrôler et à normer. Et c'est là où tous nos métiers changent, c'est là, si vous voulez, où toute notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres est modifiée. Alors, d'où ça vient? Eh bien, je partirai... Donc, 10 minutes, c'est ça? Donc, je partirai, si vous voulez, de Max Weber, qui est quand même le grand sociologue et anthropologue du capitalisme, qui avait montré, je le cite, nous ne cessons de constater, y compris pour des sphères de conduite de vie qui évoluent indépendamment les unes des autres, que c'est en Occident, et seulement en Occident, que se sont développés certains modes de rationalisation. Je poursuis. Lié à la rationalisation de la technique et à celle du droit, l'émergence du rationalisme économique fut en effet également tributaire de la capacité de la disposition des hommes à adopter des formes spécifiques de conduite de vie pratiques et rationnelles. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Max Weber? Parce qu'il y a tout, hein. Mes 3 bouquins, là, sont résumés, si vous voulez, dans 5 lignes. Ça veut dire quoi? Il nous dit en gros,
pour que le capitalisme puisse se développer dans ses différentes formes. C'est pas un gros mot, hein. C'est un mode d'échange, c'est un mode de rapports sociaux, c'est un mode d'économie. Pour que le capitalisme puisse se développer dans ses différentes formes, il n'est pas simplement important qu'il y ait une lutte contre la baisse tendancielle de la plus-value, etc. Il n'y a pas seulement que des problèmes économiques, il y a des problèmes culturels, psychologiques et anthropologiques. Ces problèmes sont les suivants, c'est qu'il faut que les individus se conduisent d'une certaine façon, que cette façon soit normée, qu'elle soit rationalisée selon un mode de pensée. Et ce mode de pensée, c'est ce que moi j'appelle la rationalité pratico-formelle. Alors c'est un gros mot, ça veut dire quoi? La rationalité pratico-formelle, ça veut dire un mode de pensée qui est basé sur le calcul ou qui est basé, si vous voulez, sur le droit. C'est-à-dire pratique, ça veut dire c'est la pensée des affaires, c'est la pensée de résolution des problèmes des affaires, du commerce, etc. Et formel, ça veut dire, si vous voulez, c'est la technique du droit, c'est la conformité d'un comportement à des textes ou la conformité de textes entre eux, etc. Ça va, je suis clair? Bon. Or, en Occident, tout se passe comme s'il n'y avait pas d'autre raison, comme s'il n'y avait pas d'autre forme de rationalité, ce qui est une imposture, véritablement. Parce que le mythe, c'est une forme de rationalité. L'éthique, c'est-à-dire ce que Max Weber appelle la rationalité substantielle. L'éthique, la morale, c'est une forme de rationalité. Lorsqu'aujourd'hui vous avez l'affrontement entre un néolibéralisme débridé, n'est-ce pas, sous magistère anglo-américain, et puis vous avez avec de l'autre côté des intégristes religieux, etc., quelle que soit leur religion, on s'en fout, n'est-ce pas, vous avez quoi? Vous avez l'affrontement d'un mode de rationalité pratico-formelle avec un mode de rationalité substantielle. Et qu'en gros, le choc, c'est pas un choc de civilisation, c'est un choc de forme de rationalité. Je ne sais pas si je suis clair. Mes travaux, c'est ça, hein, essentiellement. Voyez. Mais il y a d'autres formes de rationalité, la rationalité systémique, la rationalité théorique, etc. Et tout se passe comme si finalement, en gros, en fonction des exigences de l'économie, en fonction des exigences, si vous voulez, du capitalisme, on avait sélectionné et privilégier une seule manière de penser le monde et de penser l'individu comme capital humain. Hein. Vous savez, il ne faut pas se tromper, toutes les réformes conservatrices qui ont eu lieu depuis 30 ans, qui démolissent en gros les acquis de l'État-providence, qui démolissent les protections sociales, qui démolissent ce que Suppiot appelle très justement ici l'esprit de Philadelphie, toutes ces réformes très conservatrices de droite et autres ont été inspirées par le même programme. C'est le programme de l'école de Chicago, de l'économie de Chicago, pour qui l'homme n'est rien d'autre, n'est-ce pas, qu'une entreprise. Le livre de Gary Becker, prix Nobel d'économie, un des chefs de file avec Friedman de l'école de Chicago, c'est le capital humain. L'homme n'est rien d'autre qu'un capital humain. Voyez, et donc à partir de ce moment-là, comme il le montre, mais là j'ai pas le temps de développer, comme il le montre, que vous preniez la manière de divorcer, la manière de vous marier, le nombre d'enfants, la mode, la politique d'immigration, la politique des retraites, etc., tout se calcule pour Gary Becker à partir des modèles économiques, et il n'y a aucun comportement, aucun élément social ou psychologique qui puisse s'exempter, échapper, se dérober à cette grille d'intelligibilité économique. Bon, cette manière de penser, c'est ça, la rationalité pratico-formelle. Voyez. Or, c'est là où il faut bien voir que nous sommes prisonniers de ce logiciel dont nous n'arrivons pas à sortir. Et que ce qui manque aujourd'hui, c'est une parole politique. Il n'y a pas de parole politique. N'est-ce pas? Pensez à cette grande phrase de Rousseau, n'est-ce pas, dans le contrat social, il y aura toujours une grande différence entre soumettre la multitude et régir une société. Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans une incapacité du politique à régir la société parce qu'il a le même logiciel auquel il est complètement aliéné. C'est un logiciel, n'est-ce pas, de rationalité pratico-formelle. Alors, 5 minutes, c'est ça? Alors, la soumission sociale aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on appelle les fabriques, si vous voulez, des nouvelles servitudes. Et la soumission sociale aujourd'hui, elle ne va pas se faire de manière disciplinaire, elle ne va pas se faire au nom de la loi, au nom du chef, c'est fini ça. Hein. Elle va se faire au niveau, non de la transcendance de discours autoritaires ou de discours religieux ou souverains, mais par des techniques d'assujettissement, par des techniques normatives qui captent les corps, dirigent les gestes, modèlent les comportements au nom du discours de l'institution savante. Et au nom du discours de l'expertise. Et c'est comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce qu'on vous soumet aujourd'hui? Étant donné qu'on est en démocratie, même si elle est dégénérée, ça, je vous garantis. S'il me donne 2 heures, je vous montrerai qu'elle est dégénérée. Bon. Mais on est quand même en démocratie. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens se soumettent, mais
en consentant à cette soumission. Et comment on les fait consentir à la soumission? Eh bien, on les fait consentir à la soumission, si vous voulez, par l'expertise des comportements. Où on vous dit combien de fois vous devez manger de légumes ou de fruits par jour, combien de fois vous devez baiser par semaine, n'est-ce pas? Avec quelle lumière tamisée ou pas, combien d'heures de jogging, tout est calibré. L'humain est calibré comme on calibre des tomates. Et les textes de loi eux-mêmes, n'est-ce pas, subissent cette espèce d'inflation et d'enflure de la norme. C'est ce que dit Jean Carbonnier, qui n'est pas un gauchiste, c'est plutôt un doyen de fac de droit, plutôt de centre-droit, pour aller vite, qui dit, en gros, et il dit lui-même, n'est-ce pas, la loi souffre aujourd'hui, l'inflation législative souffre d'inflation et d'enflure, et du coup, la loi n'est plus la loi, elle est bricolée, n'est-ce pas, et on la remodelée, on la bricole sans arrêt, on la reprend sans arrêt, vous voyez. Il dit, c'est plus qu'une circulaire de service. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. Et vous voyez, c'est un rapport avec ce que je vous raconte tout à l'heure, parce que cette façon de fabriquer du sujet humain, du sujet citoyen, cette façon de fabriquer, c'est une façon de le conformer. Et du coup, face à ça, vous avez ceux qui se révoltent, vous avez ceux qui se soumettent de manière apathique, parce que ça, on n'en parle pas. On dit, l'abstention, mon Dieu, l'abstention. Mais l'abstention, c'est la réponse symptomatique à un gouvernement qui n'est plus politique. C'est-à-dire, effectivement, à une apathie, un désintérêt. Vous voyez ? C'est une forme de résistance. C'est une forme haineuse par rapport à la politique. Vous voyez ? Vous avez d'autres formes haineuses, avec des extrêmes, bien sûr, mais vous avez une autre forme haineuse par rapport à la politique, c'est l'apathie. Et puis, vous avez l'imposture. L'imposture, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation parfaite. C'est le conformiste parfait. Mais qui peut tout à fait changer. Il votera à extrême droite demain, et après-demain, extrême gauche. Et puis, l'autre après-demain, au centre. Aucun problème. Aucun problème. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il est parfaitement adapté. Et donc, il est adapté à l'ère du temps. Vous voyez ? Il faut bien voir que l'imposteur, c'est celui qui prend, encore une fois, les couleurs de l'environnement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en gros, qu'est-ce qui nous renvoie ? N'est-ce pas ? Thierry pourra en parler mieux que moi sur la question du spectre de la lumière, n'est-ce pas ? Bien sûr, il renvoie ce qui n'est pas absorbé, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les couleurs de notre temps. Alors, vous voyez, je vais pas abuser de votre temps, en tout cas. Du coup, c'est un peu le problème majeur, c'est que ce pouvoir, cette société de la norme, cette société du contrôle, comme disait Deleuze, n'est-ce pas, elle exige sans arrêt un système de surveillance, un système de contrôle, mais pas disciplinaire. On n'est pas dans le fascisme, ou alors c'est un fascisme mou, un fascisme culturel, mais c'est pas un fascisme politique, bien évidemment, n'est-ce pas ? Et donc, une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic, etc. Donc, vous voyez, la norme devient, en quelque sorte, n'est-ce pas, le compteur avec lequel on va guider, si vous voulez, des individus en leur faisant croire que c'est pour leur bien, en leur faisant croire que c'est pour leur santé. Donc, vous voyez, on est dans des sociétés que Foucault appelait sécuritaires. Et ces sociétés sécuritaires, il faut bien voir que les ramifications de ce pouvoir sécuritaire sont aux extrémités, et c'est là où ça pose un problème majeur, aux extrémités d'institutions qui ne sont pas faites pour la sécurité. C'est-à-dire que, si vous voulez, le pouvoir de contrôle des individus, le pouvoir de normalisation des individus aujourd'hui, c'est pas la police ou la justice, c'est pas ça. C'est au bout d'institutions comme l'hôpital, la recherche, l'information, etc. C'est-à-dire la famille. C'est-à-dire que c'est au bout de ces institutions dont la finalité était tout à fait autre chose que de contrôler ou de normer des individus. Et c'est ça qui est très très important. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est ça. C'est-à-dire que justement, l'école, l'enseignant, sa finalité, c'est d'éveiller la curiosité d'apprendre de l'élève, de partir de son désir de savoir et d'y répondre en fournissant l'essentiel, n'est-ce pas ? Le médecin, ça va être de soigner ou de faire de la recherche, etc. N'est-ce pas ? Le journaliste, ça va être d'informer pour participer à la formation de l'esprit critique du citoyen, etc. Or, il se trouve que ce que je vous ai raconté pendant
ces longs balbutiements de conférences, n'est-ce pas? Parce que je vous ai raconté, c'est une façon de vous dire, vous voyez bien que la logique d'audimat, que les logiques d'évaluation, elles sont là pour quoi? Elles sont pas là pour améliorer la performance du journaliste. Elles sont pas là pour améliorer la performance de l'enseignant. Elles sont pas là pour améliorer la performance du soignant. On n'en a rien à foutre. Ça n'a jamais amélioré quoi que ce soit, ce type d'évaluation. C'est une chose, la soumission des individus. C'est-à-dire que la performance de l'évaluation aujourd'hui, c'est sa capacité de persuader, c'est sa capacité performative de faire advenir ce qu'elle énonce. Et là, on est en plein dans le modèle aussi des agences de notation financière. C'est-à-dire qu'effectivement, elles accomplissent une prophétie autoréalisatrice où finalement, elles produisent ce que, tel Cassandre, elles annonçaient. Et ça, c'est très très important. Et c'est très important parce que cette société de la norme, elle va exiger des systèmes de surveillance, de contrôle, de gouvernementalité différents de ceux qu'on a connus. Et c'est un des gros problèmes, même en politique, pour tous les adversaires de ce système, c'est qu'ils se trompent de toute façon de société. Ils se trompent d'époque. Ils sont dans quelque chose qui est une opposition à des systèmes disciplinaires, autoritaires, qui n'existent plus. Et ce qui leur manque, c'est un adversaire consistant qui leur permettrait de se positionner. D'où justement, n'est-ce pas, ce trouble, si vous voulez, dans aujourd'hui, on va dire, la pensée politique. Alors, je termine, Georges, ne vous en faites pas. Je vais terminer pour essayer, si vous voulez, de terminer peut-être avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dont vous l'avez sans doute compris, qui est Jaurès. Et j'aurais pu terminer ou avec Jaurès ou avec Camus. Bon, je termine avec Jaurès finalement. Bon, ce qui me paraît très intéressant, justement, avec Jaurès, si vous voulez, c'est que tout ce qu'il promeut, parce qu'il faut bien voir que Jaurès, dès sa thèse secondaire d'enseignement supérieur, ne lâche pas, je dirais, les deux rampes. D'une part, la rampe de la conception matérialiste de l'histoire, d'une analyse assez marxiste, on va dire, de la société, mais de l'autre côté, c'est ce qui le met d'ailleurs en déséquilibre par rapport aux socialistes à ce moment-là, n'est-ce pas, où il dit, n'est-ce pas, nous n'allons pas sortir de l'humanité pour rester dans le socialisme. C'est très beau d'ailleurs comme phrase, n'est-ce pas. C'est la deuxième rampe, c'est quoi? C'est justement une conception idéaliste, c'est-à-dire reconnaissant le besoin de spiritualité de l'humain. Et ça me paraît très très important que Jaurès, comme Camus, d'ailleurs les deux, ne lâchent pas prise ni d'un côté ni de l'autre, n'est-ce pas? On retrouve chez Camus des phrases très fortes aussi comme ça. Si je ne crois pas en Dieu, mais je ne suis pas athée, par exemple. Et c'est un point très important parce que leur conception aussi bien de l'éducation, de la culture que de la politique est en contrepoint de cette fabrique d'un sujet entrepreneur de lui-même, d'un sujet qui se vend, dont finalement l'imposteur, je vous en ai un peu parlé, moins que ce que je pensais le faire, mais ça, un peu parlé, l'imposteur n'est finalement que la figure grossie, c'est tout. Hein. C'est simplement un agrandissement de l'homme normal fabriqué par nos sociétés. Et justement, ce sur quoi ils insistent beaucoup, c'est quelque chose qui est la fabrique d'un citoyen qui est émancipé par la culture, qui est émancipé par la réflexion morale, qui est émancipé par la réflexion critique. Et si vous voulez, pour terminer ces balbutiements, n'est-ce pas, il faut bien voir, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de création sans transgression des normes. Que ce soit au niveau de l'évolution de l'espèce ou les mutations génétiques, n'est-ce pas, permettent l'évolution, ce sont des transgressions de normes, que ce soit, si vous voulez, dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine du soin, que ce soit dans le domaine de l'information, dans tous les domaines, il n'y a pas véritablement de création s'il n'y a pas de transgression des normes. Et justement, la pathologie, je dirais, de l'imposteur, c'est d'être un homme normal. C'est d'être un homme normal, c'est d'être un homme qui est dans la répétition des valeurs, si vous voulez, n'est-ce pas, et ça, c'est très important. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je pourrais vous montrer au niveau de la linguistique, je parle sous le contrôle du professeur Barbe, n'est-ce pas, je pourrais vous montrer également que la catacrèse, n'est-ce pas, qui est une figure de style extrêmement importante, et la capacité justement de transformer la signification d'un mot pour dire une réalité nouvelle. C'est-à-dire que même dans le langage, comme on n'a pas tous les mots pour dire
tout ce qui va devenir qu'on ne connaît pas, eh ben on transforme le sens, la signification des mots en utilisant un mot ancien. Par exemple, bon, on va parler des ailes de l'avion. Comme on n'avait pas construit d'avion avant, on ne savait pas comment nommer cette partie. Par analogie avec l'oiseau, on va appeler ça les ailes, n'est-ce pas? Donc on va transformer, si vous voulez, le sens d'un mot pour pouvoir désigner une nouvelle réalité. On fait sans arrêt des catachrèses. Si je fais ça, je fais une catachrèse, la montre, c'est pas fait pour me gratter l'oreille, mais je me sers de la montre pour me gratter l'oreille. Et donc, cette capacité d'invention, cette capacité, si vous voulez, d'innovation, on l'a véritablement, non pas par une adaptation normative, ça, laissons ça aux conformistes, aux imposteurs et aux apathiques, mais au contraire par une transgression, si vous voulez, des normes, par quelque chose qui est de l'ordre de, véritablement, du lieu, du site, je termine là-dessus, du site de l'humanité. Et je termine justement avec Jaurès. Il est évident que pour Jaurès, par exemple, l'humanité, c'est pas une transcendance, l'humanité, c'est pas un individu, c'est pas tout individu. L'humanité, dit Jaurès, c'est une parcelle d'humanité. C'est une parcelle d'humanité en chacun de nous qui refuse de faire de l'homme simplement un outil de vivant, ce que Aristote appelait un instrument animé. C'est ça l'humanité. Et il a une très belle phrase, Jaurès, il dit que justement l'humanité porte en elle-même une idée préalable de justice et du droit. C'est cet idéal préconçu qu'elle poursuit de forme de civilisation en forme supérieure de civilisation. Et qu'est-ce que c'est l'humanité? Eh bien, c'est ce qui résiste justement, n'est-ce pas, à ce qu'on fasse simplement de l'homme un usage, que cet usage soit un usage d'instrument ou l'usage d'une fonction. Et il montre comment, si vous voulez, je le cite encore, n'est-ce pas, tout le mouvement de l'histoire résulte de la contradiction essentielle entre l'homme et l'usage qui est fait de l'homme. Que ce mouvement tende, comme à sa limite, à un ordre économique où il sera fait de l'homme un usage conforme à l'ordre. C'est l'humanité qui, à travers des formes économiques qui répugnent de moins en moins à son idée, se réalise elle-même. Donc vous voyez, c'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la notion de valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez Jaurès, la valeur c'est quoi? C'est ce qu'il appelle la valeur d'homme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qui vient résister à tout fatalisme biologique ou économique. C'est très important parce que, vous voyez, dans toute société, il n'est pas du tout évident que l'on ne puisse pas se résigner à l'état des choses. Aujourd'hui, nous sommes, si Georges me donne 2 heures, je vous en parle, dans une société de la résignation et dans une société du fatalisme, en gros, où nous considérons que nous ne pouvons rien faire par rapport au fatalisme de l'économie, par rapport au fatalisme géopolitique, etc. Or, chez Jaurès, comme chez Camus, il y a cette idée que l'humain, c'est justement non pas ce qui se soumet à la fatalité, qu'elle soit biologique ou économique, l'humain, c'est justement ce qui résiste à cette fatalité, qu'elle soit biologique ou économique. Je vous remercie.